remonter jusqu'à la fin des temps les brutalités quotidiennes, les assassinats, les pendaisons, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est le plus tragique, simplement. Le plus important est de savoir dans quelles conditions des hommes ont réussi à survivre des mois ou des années dans l'univers concentrationnaire où plus aucune valeur n'était à sa place. On ne mourait pas pour les mêmes raisons que dans l'univers ordinaire. On ne survivait pas grâce aux mêmes logiques. Et dans cet ouragan, les valeurs bafouées, il fallait essayer de rester des êtres dignes. L'alternative réelle qui se présentait quotidiennement à nous n'était pas mourir ou survivre, mais sombrer dans l'indignité ou rester digne. Ne pas fouiller dans les poubelles, ne pas chaparder, ne pas voler, ne pas cesser de se laver et même, quand c'était possible, laver sa chemise. Le système du camp nous mettait face à des dilemmes. Accepter de prendre un bâton pour survivre, c'était accepter de s'en servir sur les autres. Il fallait savoir prendre le risque de refuser ce bâton et d'y laisser sa peau, car si au final on survivait, on était resté un homme. À quoi bon survivre en animal? Rester digne, c'était par exemple prévenir un type que son pain était trop exposé plutôt que de lui voler. C'était avoir la confiance des 3 autres quand on vous donnait un pain à couper en 4, uniquement dans l'optique de voir le partage dégénérer en bagarre. À chaque instant, un manque de vigilance pouvait nous faire descendre dans l'animalité. Je crois que on ne naît pas un homme digne, on le devient. Et on se bat pour le rester. Mais comme c'est difficile, quand tout vous tire vers la bête. À la suite d'une visite à l'infirmerie et d'un arrêt de travail pour fièvre non prolongée, je me suis retrouvée un matin à errer dans le camp après le départ de la troupe pour le chantier. La solution était alors de se faire le plus discret possible. Vers midi, un chef de bloc me repère et me fait signe. « Comme, me crie-t-il. Je m'approche, inquiet. Il m'ordonne d'un ton brusque. « Va me laver mon assiette !» Je prends sa vaisselle. Que faire d'autre? Mais dans l'assiette se trouve un beau restant de pommes de terre sautées. C'était une façon de me donner à manger. Penché sur mon assiette, je me mets à pleurer d'un coup. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Et puis, je m'aperçois que j'ai une fourchette dans la main. Il m'avait aussi donné sa fourchette à laver. La distance entre cette fourchette et ce que j'étais devenue, c'était la distance entre la vie d'avant et l'univers concentrationnaire. Comprendre cela, c'est aussi important que tout le reste. C'est de cela, d'un monde où une assiette de patates avec une fourchette vous fait pleurer, qu'il a fallu essayer de revenir. J'en suis revenue et je crois me souvenir de l'essentiel. La marche de la mort. On ne va pas nous conduire nulle part. On va s'y rendre tout seul ou presque. Le 18 janvier 1945, les 10 000 à 12 000 personnes du camp, détenus et gardiens, se mettent en route en un interminable cortège. C'est le début de cette évacuation à marche forcée de 60 000 déportés des camps de Haute-Silésie. L'épouvantable marche de la mort.
Le poids moyen d'un détenu est alors de 40 kilos. Et les nuits atteignent moins 15 à moins 20 degrés. Toujours vêtus de nos hardes synthétiques, nous sommes équipés pour lutter contre le froid. Un certain nombre de malades et de mourants ont été abandonnés sur place et, autour de nous, les SS abattent sans pitié ceux qui ne peuvent plus avancer. À Gleiwitz, un lieu rassemblant 3 ou 4 camps appartenant également à la IG Farbenindustrie, nous avons subi des heures d'attente, d'ordre et de contre-ordre, puis la colonne a été amenée le long d'un train. Il y en avait peut-être plusieurs. Je n'avais pas une vue d'ensemble. Des bottes, des crosses et des cris nous poussaient à grimper dans les fourgons découverts. Je me souviens alors avoir reçu un grand coup dans l'estomac. Mes mains en protection, j'ai regardé devant moi l'auteur du coup. C'était un vieux SS. Et sa brutalité me semblait incompréhensible. Mais quand je l'ai perdu de vue, j'ai ouvert mes mains et me suis rendu compte que je tenais un pain. Le vieux SS m'avait donné un pain. Fallait-il y voir un restant ou un retour d'humanité? La mécanique humaine est compliquée. Au cours de la deuxième nuit, ceux qui lisaient quelques mots de tchèque ont compris que nous étions dans la banlieue de Prague. Le train s'est arrêté sous un pont et le jour a commencé à se lever. Depuis nos wagons, nous voyons marcher là-haut sur les ponts des gens se rendant au travail, musette à l'épaule. Certains travailleurs ont baissé les yeux sur ce train de mourants et les musettes ont commencé à s'ouvrir. D'où est venu l'exemple, je ne sais pas. Des hommes et des femmes nous lançaient leur pain, leur casse-croûte, tout ce qu'ils avaient. Leur courage, car ils risquaient de se faire tirer dessus, est un souvenir ineffaçable. Bien des années après, mon métier de directeur commercial d'une imprimerie sur textile m'a amené à Prague pour y rencontrer les dirigeants d'une centrale d'achat. Mon interlocutrice et moi communiquions en allemand. Elle me demanda, comme à tout visiteur, « Est-ce la première fois que vous venez à Prague ?» Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai répondu, « Non, madame, c'est la deuxième fois. » Et je lui ai raconté l'incident que je viens d'évoquer. Le regard de cette femme s'est voilé de larmes. Le souffle retrouvé, elle m'a expliqué. « J'étais une des jeunes filles présentes sur le pont ce matin-là et j'ai jeté mon pain. C'est un souvenir extrêmement émouvant. » Eh bien, madame, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je viens gagner mon pain grâce à vous. Insurrection et libération. Quand le matin de ce 11 avril 1945, les camarades employés à la radio ont entendu l'ordre de Berlin de détruire hommes et choses dans les camps, l'insurrection préparée de longue date a été décidée. Pendant des mois, des détenus avaient accumulé pièce par pièce et au prix de risques phénoménaux, de quoi reconstituer quelques armes. Grâce à elles, ils ont pris d'assaut un premier Mirador, obligeant le SS en faction à descendre. Le vieux militaire, si près de la fin, ne s'est pas fait prier et a remis de lui-même sa mitraillette. Entre 13 et 14 heures, environ 200 SS ont été faits prisonniers et enfermés dans un bloc. Pour ceux qui ont vécu cet événement, le souvenir est impérissable. À 16 heures, les haut-parleurs ont annoncé que nous étions libres et un premier commando américain est entré dans Buchenwald, se voyant remettre par la résistance du camp les prisonniers allemands. Pas un seul ne déplorait la perte d'un cheveu. Ce n'est pas la même chose d'être libéré en prisonnier ou en homme libre. Parmi les braves qui nous ont libérés, je veux rendre un hommage particulier à Marcel Paul et à Frédéric Henri Manès, pardon. N'hésitez pas à me reprendre si je prononce mal. Dès mon arrivée dans ce camp, non mais moi je me rends compte que j'étais d'une ignorance sur un tas de sujets, là, je découvre, c'est passionnant. Dès mon arrivée dans ce camp,
On m'avait indiqué au bout d'une rangée un détenu dont le visage diffusait une autorité extraordinaire. Quand on l'avait vu une fois, il était difficile de l'oublier. C'était Marcel Paul, un syndicaliste français, dirigeant du syndicat des électriciens et premier responsable de la résistance française dans le camp. Frédéric-Henri Manès était pour sa part un officier de grande valeur et d'une autorité morale que tous les anciens qui l'ont connu respectent encore aujourd'hui. La liberté à peine acquise, c'est le silence et l'émotion qui se sont abattus sur le camp. Être libre, c'était avant tout retrouver notre disponibilité d'esprit pour penser à tous les disparus. Le deuil est remonté à la surface comme un haut-le-cœur. Pour la première fois, depuis des mois, nous nous autorisions la douleur. Je me souviens très bien que le premier usage que nous avons fait de notre liberté a été de pleurer. Pas seulement pour la famille engloutie que l'on ne reverrait plus, mais aussi pour les camarades avec lesquels nous avions partagé des solidarités et des combats, fait des projets. L'étau du chagrin s'est immédiatement refermé sur l'ivresse de la liberté. Nouveau racisme. La guerre froide et la naissance d'Israël n'empêchent pas certains de voir qu'un racisme plus large se développe. La France reste un empire colonial qui ne traite pas précisément ses colonisés de la même manière que ses ressortissants. En 1936, le projet de loi Blum-Violette prévoyait par exemple d'accorder le droit de vote à 25 000 Algériens à condition qu'ils possèdent leur certificat d'études et aient servi pendant la guerre de 14. 4 ans après, le refus du Parlement de voter cette mesure pourtant minime, mais dont les débats ont failli faire éclater la République, on demandait aux Algériens d'aller se battre pour leur mère patrie. De même, pendant le conflit, des promesses ont été faites aux colonisés quant à leurs droits ou leur indépendance. Mais la France, qui n'a déjà pas su tenir ses promesses pour elle-même en abandonnant en partie le programme du Conseil national de la résistance, va également trahir son empire. Je pense aux mots du maréchal Juin, parlant du débarquement dans le sud du pays comme du jour où les Arabes ont libéré la France. En récompense, le 8 mai 1945, jour de liesse et de capitulation allemande, une manifestation revendicative en Algérie était réprimée dans le sang, faisant plusieurs dizaines de milliers de morts. 2 ans plus tard, l'armée française intervient à Madagascar et fait 90 000 victimes. Puis la France s'enfonce dans une décolonisation subie qui va produire les guerres d'Indochine et d'Algérie. Parallèlement à la négation des droits des peuples, la France mobilise les hommes les plus valides de son empire pour reconstruire la métropole. Un ministre conseille même aux entreprises d'embaucher des immigrés à bas prix plutôt que de renouveler les machines, car ce sont des bras dont on n'a pas payé l'éducation et dont on ne paiera pas les retraites. Il y avait donc chez les militants antiracistes une prise de conscience de l'élargissement du combat. Il allait désormais falloir aborder les préjugés racistes d'une manière différente de celle à laquelle nous étions habitués. Il y avait bien la place, au-delà de la lutte originelle contre l'antisémitisme, pour un mouvement global contre le racisme. Et c'est le parti politique le plus engagé pour la libération des peuples, le Parti communiste, qui va être à l'origine de ce mouvement en encourageant plusieurs de ses militants à donner naissance au MRAP. Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, en 1949.
Le nom que nous choisissons alors traduit bien l'époque. Mouvement contre le racisme. C'est ce que nous voulons faire de nouveau. Contre l'antisémitisme, cela renvoyait aux souvenirs brûlants et toujours d'actualité. Et pour la paix. Cette expression reflétait les menaces de la guerre froide. 120 associations, mouvements et syndicats vont rapidement donner leur adhésion de principe à la nouvelle organisation. Et les personnalités les plus prestigieuses vont accepter de patronner le mouvement. Le préjugé. En 1956, alors que nous venions d'emménager dans un nouvel appartement rue Blomet, 15e, je me suis rendue aux réunions dans ma nouvelle cellule du parti, qui m'a réservé un accueil des plus sympathiques. Il y avait là quelques ouvriers, 1 ou 2 étudiants, plusieurs employés, un médecin vétéran du parti, un jeune architecte et un artisan d'art entre 2 âges. Un vieil ébéniste italien qui avait connu Mussolini, un tailleur juif allemand ayant fui le nazisme et combattu dans la résistance en France, 2 ou 3 ménagères, 2 anciens déportés dont l'un avait été volontaire dans les brigades internationales durant la guerre civile en Espagne. Bref, tout un petit peuple de militants à l'image de la population de ce nouveau quartier qui pratiquait avec conviction l'altruisme révolutionnaire chaque mercredi soir dans l'arrière-salle d'un bistrot dont le patron, longtemps sympathisant, avait fini par prendre la carte. Un soir de l'automne 1956, après une de ces réunions, un couple de camarades me proposa de les accompagner un bout de chemin. Ils me firent alors un récit bouleversant. Je ne me rappelle plus qui, d'elle ou de lui, commença, mais je compris qu'ils avaient l'un et l'autre un grand besoin de raconter leur histoire, de me la raconter à moi. Comme eux, j'étais communiste. Ils me savaient juif, ancien déporté et militant antiraciste. Après toutes ces années, je leur sais encore gré de s'être confiés à moi. Je ne les ai jamais oubliés, bien qu'ils aient quitté le quartier peu de temps après. C'était en 1942, commença l'un d'eux. Nous habitions au 2e étage d'un vieil immeuble, rue Mademoiselle. Nos voisins paliers, un jeune couple comme nous, étaient juifs. Ils avaient un enfant d'1 an, plus jeune que le nôtre. Nous les connaissions à peine, c'étaient des gens simples, des ouvriers, nous semble-t-il. Quand nous les croisions dans l'escalier, avec cette étoile jaune connue sur leur poitrine, nous les sentions gênés et nous avions honte. Un matin, très tôt, la police est venue les chercher comme des malfaiteurs. En entendant du bruit dans l'escalier, nous avons ouvert la porte et, sans même réfléchir, leur avons dit « Laissez-nous le petit, vous le reprendrez au retour. » Ils ont poussé l'enfant vers nous et sont partis. Ils ne sont jamais revenus. Alors, nous avons élevé leur môme avec le nôtre. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas vraiment frères. Au début, nous pensions qu'ils étaient plus prudents de ne rien dire et plus tard, quand les Boches sont partis, nous espérions que les parents du petit allaient revenir et lui expliqueraient. Aujourd'hui, nos gamins ont 15 et 16 ans. Pour tout le monde, nous avons 2 fils. Nous 2, vois-tu, on ne sait pas lequel on aime le plus, ni même s'il y en a un des 2 que nous aimons plus que l'autre. Maintenant, il faut penser à leur avenir, à donner à chacun un bon métier. Notre fils, le vrai quoi, vient d'avoir son brevet. Il est inscrit à l'école professionnelle pour devenir tourneur sur bois, comme son père. C'est ce qu'il voulait. L'autre est également très bon élève. L'année prochaine, il ira à l'école commerciale. Tu comprends, Palan, avec ses antécédents. Cette nuit-là, je me suis retournée longtemps dans mon lit avant de trouver le sommeil. Discours de salutation de Charles Palan
prononcé au nom des amicales d'anciens déportés devant le 28e congrès de l'association française Buchenwald, Dora et Commando, Compiègne, 26-28 septembre 2003. Il y a quelques mois, j'étais allée témoigner, comme on dit, dans un lycée devant des élèves de classe terminale. Au cours du débat, une jeune fille me posa cette question, récurrente en vérité, entendue bien des fois dans les mêmes circonstances. Étiez-vous croyant avant d'être déporté? Êtes-vous resté ou devenu après? Avez-vous rencontré Dieu dans les camps? Pas facile de répondre à cette question. Quand on veut rester soi-même et, comme il se doit, respecter la sensibilité qui vous fait face. Je vais me permettre de rappeler ce qu'a été ma réponse. Ce sera la conclusion de mon intervention ce matin. Je crois fermement à l'au-delà. Si je ne croyais pas aussi fermement à l'au-delà, je n'aurais probablement pas le courage ni la force de venir devant vous arracher à mon passé douloureux les souvenirs qui sont les miens. L'au-delà auquel je crois, c'est vous, les garçons et les filles d'aujourd'hui. Vous, les hommes et les femmes de demain, qui devrez, sans distinction de chapelle, élargir et prolonger les pistes que vos prédécesseurs ont ouvertes vers plus de justice, plus de liberté, plus de tolérance entre les hommes, plus d'amitié entre les peuples. Jean Jaurès disait « La fidélité aux morts, ce n'est pas porter leurs cendres, c'est brandir les flambeaux. Les flambeaux que nous portons et que d'autres après nous brandiront s'appellent mémoire. Bonheur et longue vie à tous. Charles Tallant.